les gens de Sunu Bank ont rencontré le ministre de l'économie et des finances hier et son collègue du travail, Bawara et je pense Barcola. Et de leur entretien, selon les informations qui me sont parvenues, il ressort que les ministres ont rassuré les déflatés, hein, ceux qui viennent d'être licenciés, que le gouvernement fera de son mieux, hein, pour que leur situation soit réglée. Il faut qu'ils suspendent les mots d'ordre et de leur donner d'ici la semaine prochaine pour pouvoir discuter avec la banque, le conseil d'administration, afin de trouver une solution à ce problème de licenciement des 42 ou 43 cadres de la banque qui s'est passé la semaine dernière. Et donc, au cours de ces échanges-là, le ministre des Finances a rassuré les délégués ou les représentants que, contrairement, que l'État ne peut pas soutenir un licenciement du personnel, mais que la banque traverse des difficultés, tout et tout. Mais il y avait les deux ministres qui étaient présents et il y avait Bawara qui n'a pas placé un seul mot, qui n'a pas dit grand-chose, mais qui visiblement semble avoir soutenu ce licenciement parce que c'est lui le ministre du Travail et c'est dans son département que les discussions ont été faites avant que les lettres de licenciement ne soient envoyées aux employés. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le Togo est fragile dans tous les secteurs. Notre pays, personne n'a aujourd'hui un emploi sécurisé. Personne ne peut aujourd'hui dire qu'il a un emploi garanti. Demain, tout peut arriver. Tout peut arriver demain. Tous les secteurs sont gangrénés aujourd'hui. Et c'est quand même ahurissant que les banques aujourd'hui sont dans une situation assez délicate. Et d'abord, je me suis toujours posé la question, pourquoi il y a autant de banques au Togo? Ces banques servent vraiment à quoi? Parce que la concentration des banques au Togo a toujours posé un problème, a toujours suscité la curiosité des gens, surtout lorsqu'on sait que le taux de bancarisation dans notre pays est très faible. C'est en dessous de 50%. Je pense qu'on parle de 40 ou 45% de taux de bancarisation, encore que beaucoup de gens sont en microfinance plutôt que d'être dans les banques. Et aujourd'hui, on sait que les banques n'ont pas la cote au pays. Les gens décrient les banques, le fonctionnement des banques, la lenteur dans les opérations, le manque de respect aux clients, les difficultés que les gens ont à faire des transactions, tous les blocages qu'il y a aujourd'hui dans les banques qui sont dénoncés par les citoyens, les guichets automatiques qui ne fonctionnent pas bien, les cartes bancaires qui ne fonctionnent pas quand vous êtes au Togo ou en dehors du Togo. Il y a énormément de difficultés aujourd'hui au niveau des banques. Et donc, la population se plaint déjà et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, il y a encore des banques qui s'installent au Togo et ces banques-là, un instant, et ces banques-là ont des difficultés aujourd'hui à fonctionner où l'État se permet de privatiser les banques. L'État se permet de privatiser les banques et voilà. Donc j'espère que les agents de Sunu Bank ne sont pas naïfs parce que quand on leur dit de se calmer, que l'État va régler le problème, alors qu'ils ont déjà reçu leur lettre de licenciement, le ministre des Finances leur aurait dit qu'ils vont tout faire pour les réintégrer. Si eux-mêmes, ils ne se battent pas tout de suite pour défendre leurs droits, j'ai bien peur que ce qu'on leur a dit là, c'est pour les endormir et puis demain, ce serait trop tard. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce qui se passe avec Sunu Bank. Autre chose, il y a J'avais parlé d'un groupe de militaires qui avait été
arrêté dans les années 2023 au nord du Togo, au niveau de l'opération Kondjouaré, des militaires qu'on avait soupçonnés de renseigner certains activistes sur les opérations qui ont lieu au nord du Togo et ensuite, compte tenu par rapport à leurs difficultés, c'est-à-dire ces militaires qui étaient déployés sur le théâtre d'opération avec des difficultés, notamment les questions alimentaires, les questions de ravitaillement. Donc, ces militaires-là, individuellement, avaient des relais à qui ils donnaient des informations. Donc, une enquête a été menée et des militaires ont été arrêtés. J'ai parlé de ces cas ici, j'ai même donné des noms, et ces militaires sont gardés au niveau de la petite porte de la gendarmerie, en face de la BTC, non, ou de la BIDC. Depuis bientôt, depuis 2023, ils ont été malmenés, torturés. Je pense qu'on les a même radiés. Et ces militaires vont être jugés, je pense, selon mes informations, vendredi. Voilà. Ils ont déjà passé plus de 2 ans en prison et ils sont dans un état lamentable. Je ne connais pas exactement le nombre, mais c'est des gens qui ont été arrêtés à l'issue d'une enquête et on les accuse, c'est pas d'intelligence avec l'ennemi, de divulgation d'informations sensibles, de secret défense et tout et tout. Et donc ces gens sont aujourd'hui en détention. Je reviendrai sur le cas des militaires tout à l'heure parce qu'il y a un appel à lancer aux militaires. Ensuite, il y a, depuis le début de cette semaine, un groupe de militaires aussi qui ont été déférés à la prison civile de Lomé. Je pense que c'est des gens qui sont accusés de désertion. Je ne sais pas si on les a arrêtés après qu'ils aient quitté l'armée ou bien ils ont été arrêtés à leur retour. Mais toujours est-il qu'il y a un groupe de militaires, je vous donnerai les précisions dimanche, qui ont été déférés à la prison civile de Lomé cette semaine pour désertion. Et le nombre de militaires qui désertent sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Ça veut dire qu'il y a un gros malaise au sein même de l'armée et que la situation n'est plus vraiment attrayante dans cette armée-là. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur le cas des militaires quand je vais rentrer dans les détails de l'appel. Alors, toujours dans la continuité de ce que je partage avec vous, j'ai dit tout à l'heure que ce live ne serait pas long, c'est juste pour partager quelques informations et puis faire aussi le test de cette page-là, de ce compte-là que nous avons créé, qui servira de relais le dimanche pour nos lives. Il y a eu la vidéo de Mme Nyakade qui est tombée aujourd'hui pour apporter son soutien à la manifestation du 30 août. Donc, plus on avance, plus les choses sont de plus en plus, comment je dirais ça, la pression monte. Et avant cette vidéo qui soutient la manifestation, elle avait fait déjà une autre vidéo et il y a eu une réunion de crise aujourd'hui au niveau de Lomé 2 où les caciques ont été invités, plusieurs officiers, des caciques du RPT uni. La situation est un peu tendue et cette réunion était un cadre de réflexion sur le dernier développement, notamment cet activisme de Mme Nyakade qui les met très, très mal à l'aise et comment il faut faire pour contrer cet activisme, surtout qu'elle a dit qu'elle serait dans la rue le dimanche prochain. Et ça, c'est très inquiétant. Donc, il y a une réunion cet après-midi entre les caciques là au palais et on verra bien. Ah oui, c'est samedi plutôt, la manifestation de samedi, excusez-moi. Donc, au palais et peut-être d'ici demain, on aura encore plus d'informations sur ce qui a été réellement dit et décidé au cours de cette réunion qui a eu lieu cet après-midi
à la suite de la sortie de la vidéo de Madame Nyakade. Ce que je peux dire sur cette question rapidement, vous vous souvenez, quand j'étais même encore à Lomé, je l'avais dit, en 2017, en pleine manifestation, la crise de 2017, en pleine manifestation en pleine contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé, avec toute la répression qui s'en est suivie, les morts et tout ça, il y a eu une des femmes de Faure à l'époque qui avait eu le courage de le dire, de démissionner. Mais elle ne l'avait pas dit publiquement. J'avais partagé cette information avec vous à l'époque et c'était Sina Lawson qui lui avait dit « Écoute, il faut que tu t'en ailles, il y a trop de morts, il y a trop d'assassinats et tout ça ». Et le bonhomme n'a pas apprécié cette démarche de cette dame. Ils se sont fâchés, brouillés pendant 1 an et demi. Et puis après, ils se sont mis ensemble et ils se sont réconciliés. Il y avait aussi d'autres qui étaient dans le gouvernement qui pensaient pareil, mais qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une autre femme qui, elle autre, va plus loin que Sina Lawson, qui, elle autre, a décidé de le dire à visage découvert, de se prononcer vis-à-vis, à visage découvert, et de prendre le peuple togolais comme témoin de ce qui se passe dans le pays. Et donc, moi, je continue de dire que cette démarche est à saluer. Vous savez, dans notre tradition, on a l'habitude de dire « si la souris de la maison ne te vend pas, celle du dehors ne peut pas t'attraper ». J'ai eu à le dire le dimanche passé, le régime qui est combattu aujourd'hui, par rapport à ses racines, par rapport à ses réseaux, par rapport à son envergure, à sa durée, s'il n'y a pas de fissures, il n'y a pas c'est pas à l'intérieur du système, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Il faut laisser tomber tous ceux qui font du bruit, qui font la gueule et tout ça. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Je ne sais pas si des gens ont une fois entendu les bruits des armes. S'ils ont même déjà fait face à une répression sauvage, au gaz lacrymogène, et aux matraques, aux gourdins et tout ça. Donc, pour moi, c'est important que tous ceux qui peuvent rentrer en dissidence contre le régime soient encouragés. Il n'y a pas que cette dame seule. Il y a plein de gens qui pensent peut-être pareil, mais qui n'ont pas le courage de franchir le pas. Elle autre, elle a franchi le pas, peut-être parce que elle a décidé de briser la peur. Donc, ça n'apporte que de l'eau au moulin de ce qui est en train d'être fait depuis des années. Et dans le tournant décisif où nous sommes, c'est très important. Si le régime lui-même fait des réunions de crise sur le cas Nyakade, ça veut dire que les sorties de la dame provoquent un malaise profond à l'intérieur du système. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir. Et donc, moi, je pense que, en toute modestie et en ayant la tête sur les épaules, il faut rester conscient que nous sommes à un tournant. Et ce tournant-là, aujourd'hui, il est accompagné par le peuple. C'est la majorité des Togolais aujourd'hui, quand vous faites votre propre sondage, vous écoutez les gens, vous entendez les gens, tout le monde est aujourd'hui décidé à faire partie du régime. Dieu merci, les syndicats sont en train de se réveiller, les étudiants vont certainement se réveiller, les avocats sont en train de se réveiller. Tout ça, c'est à la suite d'interpellations. Et il y a ce qui se fait dans l'ombre, les gens à qui on parle, et il y a ce qui se fait ouvertement. Donc, il y a une prise de conscience des corps constitués. Après, il faut parler aux étudiants, il faut parler aux élèves, il faut parler aux agriculteurs, à toutes les couches de la société, pour que des gens prennent conscience de la gravité de la situation et que les gens se mobilisent. Et donc, c'est à partir des tensions
hein, à partir des crises circonstancielles, des petites révoltes, des petites tensions dans tous les secteurs, qu'on arrive à la grande révolte, et de la révolte, hein, on aboutit à ce que les gens appellent la révolution. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de mini-révolte, il n'y aura jamais de révolution. La révolution n'a jamais été quelque chose de spontané, contrairement à ce que les gens pensent et que les gens racontent. Ce qui est spontané, c'est l'élément déclencheur. Mais avant l'élément déclencheur, il y a déjà la crise qui couvre depuis des années. Et je l'ai dit la dernière fois, la chute de Blaise Compaoré a été un long processus de manifestation. Ça n'a pas été du jour au lendemain, une première manifestation et puis il est tombé. Non, il y a eu des manifestations à Bobo, à Tinkodogo, un peu partout. Il y a eu des manifestations au Burkina, des mini-manifestations, des révoltes, de la tension permanente. Et même à Ouagadougou, il y a eu énormément de manifestations. À Bobo Dioulasso, c'est quand Blaise Compaoré a décidé de passer outre toutes ces manifestations et de faire voter la modification de la Constitution, que la population s'est organisée. D'abord, les gens ont commencé par encercler les députés qui doivent modifier la Constitution le lendemain à leur domicile. Et comme Blaise Compaoré savait que les gens allaient se mobiliser pour empêcher les députés d'aller au Parlement, Blaise Compaoré a instruit les députés de venir dormir dans un hôtel qui est à côté de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est l'hôtel Azalaï. Je suis allé voir cet hôtel qui a été totalement détruit. Et donc, la plupart des députés ont été exfiltrés de leur domicile et on les a logés à l'hôtel Azalaï, de telle sorte que le lendemain, dès qu'ils se réveillent, ils vont à l'Assemblée nationale qui est à côté pour modifier la loi. Et c'est comme ça que la foule est partie attaquer l'hôtel d'abord et puis ensuite l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, ils ont mis le cap sur la présidence. Donc, c'est une suite de manifestations qui ont abouti à ces genres de situations. Et donc, aujourd'hui, le régime a la pression. Le régime a la pression. Le régime est dans une situation difficile. Ils sont dans une pente, je ne dirais pas ascendante, mais descendante, et ils n'arrivent pas à remonter la pente. Ils ont débloqué beaucoup d'argent ces derniers temps pour acheter des influenceurs, pour amener des gens à faire la contradiction, pour faire des attaques, pour répondre aux gens, pour insulter les gens. Ils ont recruté pas mal de gens, mais ils sont tellement décriés que ces énormes efforts qu'ils font apparaissent comment je dirais ça, comme des efforts totalement vains. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est important que tous les secteurs se réveillent au fur et à mesure, comme la grève, la tension dans le système bancaire, la tension au niveau des universités, la tension au niveau de tel syndicat, de tel secteur, au niveau de la santé. Tous ces éléments-là, toutes ces frustrations sectorielles, ce sont toutes ces frustrations sectorielles qui deviennent un mouvement collectif qui met en mal un système. Donc, aujourd'hui, le fait que le régime refuse de libérer l'Internet est un indicateur des difficultés que le régime traverse. Et donc, au fur et à mesure que la pression sera encore accentuée, le régime va continuer par bloquer l'Internet. Et en bloquant l'Internet, par exemple, le régime élargit le champ de la contestation. Parce qu'il y a des gens qui ne faisaient pas de la politique, qui faisaient leurs petites affaires avec Internet, qui faisaient leurs trucs sur TikTok et tout ça. Aujourd'hui, ces gens sont obligés de se poser des questions sur la manière dont le pays est géré. Et donc, dans tous les secteurs, le régime est en difficulté. Donc, il ne sert à rien de minimiser tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il vaut mieux continuer par travailler et de continuer par mettre la pression. Et donc, quand on est bien informé, quand on a les bonnes sources d'information, on sait que le régime est en difficulté. On sait que le régime a du mal à tenir. On sait que le régime a du mal à remonter la pente. À partir de demain, certainement, toutes les casernes seront comment on appelle ça? Toutes les casernes seront consignées. On va déployer les militaires un peu partout. Ça va être la tension dans le pays. Et donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et donc, d'habitude,
moi, je ne me... Voilà, réquisitionner, tout ça, là, voilà, voilà, ce sont les expressions. Et je pense qu'à chaque fois que il faut soutenir des initiatives qui vont dans le bon sens, depuis la nuit des temps, moi, j'ai toujours apporté des éléments, j'ai toujours accompagné en tant que journaliste, relayé. Aujourd'hui, sans trop m'enorgueillir, hein, parce que j'ai parfois le triomphe modeste. Je suis quand même aujourd'hui l'une des voix les plus écoutées au Togo. Je n'ai pas d'instrument de mesure, mais de tous les retours que je reçois, hein, tous les jours, je sais quand même qu'aujourd'hui, je suis l'une des voix les plus écoutées au Togo. Et donc, quand on est écouté par les populations, parce qu'on a passé on a passé des années, toute une carrière à travailler sa crédibilité, à gagner sa crédibilité, à être aux côtés du peuple. Quand on est une des voix les plus écoutées, il faut que cette voix-là serve à quelque chose de bien. Il faut que cette voix-là accompagne les bonnes initiatives. Il faut que cette voix-là soit du côté du peuple. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, je me permets de donner aussi mon avis, mon opinion et peut-être d'accompagner des initiatives que je pense être de très très bonnes initiatives, indépendamment de ce que X ou Y peut penser ou réfléchir, ça m'importe peu parce que depuis 20 ans que je suis dans la dénonciation, j'ai subi pas mal j'ai avalé pas mal de couleuvres, j'ai entendu pas mal de choses, donc pour moi c'est le dernier des soucis. Et donc le plus important c'est de rester déterminé, focus et de faire ce que on pense être bien pour nos populations. Donc cette voix-là qui est écoutée au Togo, elle doit servir à quelque chose d'utile, elle doit servir à conscientiser, elle doit servir à relayer, elle doit servir à réveiller les Togolais, elle doit servir à dénoncer l'arbitraire, elle doit servir à dire aux Togolais de prendre leurs responsabilités, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Si demain le Togo change, moi aussi je vais rentrer. Si le Togo change, tout le monde va rentrer. Si demain quelque chose se passe, on dit que Ford a quitté le Togo, c'est tout heureux que nous tous on va rentrer pour retrouver notre pays. Personne n'a envie de rester aussi longtemps à l'extérieur. Voilà. Donc, je voulais, à partir du cas de Niakate, expliquer que si aujourd'hui, en dehors de ce que Mme Niakate fait, il y a d'autres courageux dans le système qui rentrent en rupture avec le système, c'est qu'on aura fait, on aura fait de grands pas en avant. On aura fait de grands pas en avant. Aujourd'hui, c'est une dame qui a pris son courage à deux mains, qui se bat, qui prend des risques, parce qu'elle sait que là où elle est, elle peut être arrêtée à tout moment, elle peut être assassinée à tout moment, elle peut être je ne sais quoi à tout moment, mais quand même, elle prend le risque de le faire. Et je pense que nous les hommes, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés, ou bien nous ne pouvons pas être les premiers à jeter la pierre à une dame qui a le courage de faire quelque chose alors que nous sommes incapables, nous ne sommes pas suffisamment courageux pour faire ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez? Et donc, nous devons peut-être l'encourager, nous devons plutôt l'encourager à aller plus loin, à nous donner plus d'informations, à nous dire des choses qu'on ne sait pas pour le moment. C'est le plus important que nous devons faire. Donc, voilà, pour faire un peu la jauge, pour faire un peu, je ne sais pas, la mesure entre Sina Lawson, qui avait dit en privé à Faure Gnassingbé en 2017 de démissionner, peut-être qu'elle n'avait pas eu suffisamment le courage de le dire publiquement et qu'aujourd'hui, Mme Niakate, elle a le courage de le dire publiquement. Alors, je voudrais, dans le cas de Mme Niakate, interpeller pour le moment deux personnalités dans le pays qui sont en train de mettre les moyens pour combattre cette dame-là et pour combattre cette dame-là. Je voudrais interpeller le directeur, le commissaire général de l'OTR, M. Tchodier, qui s'emploie énormément
à combattre dans l'ombre cette dame-là, parce qu'ils sont de la même localité. Vous savez, quand des choses comme ça se passent, il y a ceux qui sont très actifs pour détruire les autres, pour leur propre promotion ou pour apparaître, pour gagner des points auprès du chef. Donc, il y a lui d'abord. Je voudrais juste lui dire de ne pas mener des combats qui sont perdus d'avance. Lui, Tchodié, il ne traîne pas des casseroles derrière lui. C'est toute une cuisine qu'il traîne. Nous sommes passés à autre chose en le laissant respirer un peu. Mais n'empêche que... parce que tous ceux qui se mettent aujourd'hui sur le chemin de la liberté du peuple togolais, tous ceux qui constituent des barrages, les obstacles pour la liberté du peuple togolais, on va les dénoncer. On va les dénoncer. Et Dieu seul sait qu'ils ont des dossiers. Donc, il y a plein de dossiers. Et les dossiers de Tchodié, c'est comme ça. On n'a même pas fait les 10%. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tous les jours, on en reçoit. C'est plein. C'est plein. Donc, qu'il se calme un peu. Et qu'il s'occupe de ses impôts et de son notaire. Ensuite, il y a Dame Ingrid, qui aujourd'hui est devenue une des femmes les plus puissantes du Togo, avec tout son réseau qui brasse énormément d'argent, qui aussi débloque beaucoup de moyens pour contrecarrer les gens, pour attaquer les gens, pour alimenter un certain nombre de réseaux. Son parcours est aussi sulfureux qu'elle-même. Et on a parlé il n'y a pas très longtemps de l'hôpital d'Octalafia, tout ce qu'ils font là-bas, la caisse de sécurité sociale, la brasserie et tout ça. Toute la toile qu'elle a tissée, on va détricoter tout ça parce que les gens, ils savent que quand le système va s'écrouler, ils vont avoir de gros soucis. Donc ils mettent tous les moyens pour sauver le système. Mais la même Ingrid Awadé, Faure la regarde avec un seul œil. Parce que les relations entre les deux n'ont pas été ou ne sont pas un long fleuve tranquille. Il arrive des mésententes, des soucis. Et le fait que Ingrid Awadé est devenue une des plus puissantes femmes du Togo, financièrement parlant, parce qu'elle gère un pôle de trucs qui sont assez puissants, brasse beaucoup d'argent. Elle a fidélisé pas mal d'officiers. Il y a pas mal d'officiers qui mangent dans ses mains. Et puis, et ça, Faure regarde ça d'un œil. Parce que lui, il surveille tout le monde, y compris ses propres femmes. Il surveille tout le monde. Je pense que, selon mes informations, les renseignements israéliens ont quand même placé quelques informations en disant celle-là, elle prend beaucoup d'envergure et il y a beaucoup d'officiers qu'elle a fidélisés. Et ça, celui qui tient à son pouvoir, il contrôle tout le monde, il regarde. Et Faure a la latitude d'être quelqu'un qui n'agit pas tout de suite. Il regarde, c'est après qu'il frappe. Et donc, elle aussi, elle est très active. Elle dépense énormément de moyens contre tout ce qui est en train d'être fait, contrecarrer les gens et tout ça. Donc, ce sont pour le moment ceux qui travaillent dans l'ombre à contrer Niakadé. Il y a bien d'autres sur lesquels je reviendrai plus tard, mais c'est des gens dont les dossiers sont quand même pleins dans nos tiroirs. On pourra les ouvrir à tout moment, les Tchodié et tout ça, on pourra ouvrir le dossier.